Allez, bonjour à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle session de formation, donc série de formation sur le trading algorithmique. Aujourd'hui, nous allons parler de money management. Là, une partie encore, on peut dire que c'est une pierre angulaire dans le trading, et pas que dans le trading automatique. Voilà, donc c'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. Alors, merci de m'indiquer que tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image, s'il vous plaît. Tout est OK, parfait. Alors, le temps que je diffuse quelques messages, je vous laisse lire les informations légales concernant les risques du trading. Je poste quelques messages et nous allons commencer dans quelques secondes. Ça y est, vous avez tout lu? Allez, bonjour à tous. Oula, vous êtes nombreux déjà. Bonjour Gilles, Pascal, Saphir, Mamba, Gérard, Didier, Tekoff. Bonjour Luc, Xavier, Alain, Lucius. Gilles, peut-on critiquer les modules de la formation? Non, c'est interdit. Interdit de critiquer. Allez, donc nous allons commencer. Bon, ceci dit, bien sûr, si vous avez des choses à dire, vous pouvez me le dire. Tant que ça reste de la critique constructive, bien sûr. Alors oui, je voulais vous informer, on m'a signalé, quelques-uns d'entre vous m'ont signalé que la vidéo sur le module 3 était erronée, qu'à la place il y avait la vidéo du module 2. Donc c'est résolu, hein, effectivement il y avait bien eu une erreur de diffusion. Donc ça y est, la vidéo du module 3 est en place, en bonne et due forme, donc sur la page de formation. Donc dédié. Je vous rappelle donc que pour accéder à cette page de formation, il faut être inscrit à la formation auprès du courtier. Et vous avez accès donc aux archives et aux divers outils qui seront mis à disposition. Donc bonjour à tous et à tous ceux à qui je n'avais pas dit bonjour encore. Alors, vous êtes très nombreux inscrits à cette formation. Vous n'êtes pas tous là lors des diffusions en direct, mais il y a énormément de visionnage en replay. Voilà, donc si certains d'entre vous ont des questions, vous pouvez me les envoyer par mail pour ce qui est du contenu de la formation. Je vous répondrai sans problème.
Allez, donc oui, ça c'est une formation donc qui est accessible par l'espace connexion sur le site ActiveTrade. Alors, le trading algorithmique, on l'a vu, hein, c'est là je vous renvoie au début de cette formation. On a vu que c'était un système de trading dans lequel on allait chercher la diversification. C'est vraiment ce qu'il faut chercher dans le trading algorithmique. Je discute avec beaucoup de gens qui programment et en fait beaucoup d'entre vous, ceux qui programment en tout cas, cherchent à développer le robot parfait, hein, c'est-à-dire l'algorithme parfait qui va avoir le meilleur ratio possible, le meilleur pourcentage de gains possible, avec la meilleure stratégie possible et très peu de redonne. En fait, c'est ce que je vous expliquais donc au début de cette formation, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut voir le trading automatique. Le trading automatique, les systèmes qui fonctionnent le mieux fonctionnent à base de stratégies multiples et diversifiées. C'est vraiment et ça n'est rendu possible que par le trading algorithmique parce que du coup vous devez mettre en œuvre plusieurs stratégies sur plusieurs sous-jacents à des moments différents de la journée et humainement, c'est impossible de faire ça. Il faudrait une équipe de traders qui globalement sont capables de trader 24 sur 24. Pas chaque trader, mais je veux dire l'ensemble. Et on voit bien que c'est grâce à l'algorithme que l'on va pouvoir justement appliquer cette diversification, dont je rappelle que c'est la base de l'investissement. N'importe quel conseiller en gestion de patrimoine vous indiquera que la meilleure stratégie, c'est la stratégie qui est diversifiée. Par exemple, tout basé sur une hausse des indices ou sur une hausse des actions ou sur une baisse de l'euro-dollar ou des choses comme ça. En général, ça marche un temps, mais au bout d'un moment, eh bien, ça ne fonctionne plus, hein, tout simplement parce que chaque stratégie a quelque part une espèce de limite, hein, c'est-à-dire que la stratégie parfaite qui va fonctionner tout le temps sur toutes les unités de temps à chaque instant de la journée, ça n'existe pas, ou alors si ça existe, peu l'ont trouvé, parce qu'il y a encore des gens il y a très peu de personnes en fait qui ne gagnent jamais qui ne gagnent pas tout le temps en trading, c'est-à-dire tout le monde a des moments où on enjambe des séries de pertes, et le fait de vouloir par le programme essayer d'atteindre quelque chose qu'on n'atteint pas manuellement, en se disant avec un algorithme j'ai des outils supplémentaires qui vont me permettre d'atteindre cette perfection, c'est un leurre, parce qu'en fait même avec un algorithme, la stratégie parfaite, vous ne pourrez pas la trouver. Alors que justement, en essayant d'atteindre cette diversification, eh bien, vous pourrez en tout cas grandement améliorer vos résultats. Dans le module 3, j'aurais préféré que vous parliez d'un cas concret. Si le prix casse le plus haut de la veille, alors je rentre long, et de là, voir les variables une à une. Oui, après, Luc, c'était qu'un exemple. Les stratégies de trading, on en verra d'autres. Je crois que j'ai parlé de moyenne mobile ou de prix. Après, les stratégies, on peut en expliquer plein, hein. On en expliquera d'autres lors du module Expert Advisor. Voilà, c'était juste un exemple simple pour illustrer un petit peu des premières bribes de codage, hein. Donc soyez patients, on avance déjà, hein. On a commencé à parler codage lors de la dernière session. Là maintenant on va rentrer un peu plus sur le fonctionnement. Le money management, c'est la base de l'investissement trading, donc voilà pourquoi on va parler du money management. On va parler money management dans le trading algorithmique, mais vous allez voir que certains concepts, on peut les adapter à du trading manuel. Et en plus, là où c'est vrai que énormément d'outils seront développés pour la plateforme MT4, on va voir que le type de money management que je vais vous présenter ici, eh bien, vous pouvez l'adapter à toutes les plateformes, hein. C'est vraiment universel. Donc là, on va parler du money management globalement et ensuite du money management plus spécifique au trading algorithmique. Et vous verrez qu'en fait, le trading algorithmique, on va pousser beaucoup plus loin la précision avec laquelle on va appliquer ce type de money management. Hein, donc voilà pourquoi effectivement on est resté sur des exemples simples. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la dernière session que que je vous ai présentée, donc qui parlait des bases du langage MQL4? N'hésitez pas à les poser. J'avoue que cette formation était assez dense, hein, c'était très compact.
A priori, ça a plu à tout le monde parce que j'ai pas eu de remarques trop désagréables, on va dire. Mais c'est vrai qu'on est obligé un peu de passer par là pour essayer de comprendre ensuite ce qui se passe dans les algos qu'on verra par la suite. Votre formation, avez-vous prévu de nous expliquer les algos comme ça, les grands fonds, comme ceux mathématiques, James Simons. Non, j'ai pas prévu de vous expliquer tout ça parce que tout simplement, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces algorithmes. Voilà. Alors après, il y a des types d'algos que je pourrais effectivement vous présenter. J'avais pas prévu de le faire, mais j'essaierai de placer ça dans les sessions futures. Il y a des algos qui sont connus, je vous en parlerai. Et effectivement, je pourrais vous parler de certaines techniques qui sont effectivement utilisées par des grandes banques d'affaires. Les variables sont rattachées à la réalité, je pense que c'est une erreur pédagogique. Ah, bon, ok. Donc pour rappel, le trading algorithmique gagne en efficacité par la diversification qu'elle permet. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller chercher la performance dans le trading automatique. Arrêtez de vouloir développer le robot parfait. Toutes les personnes avec qui je discute qui cherchent dans cette voie-là, en général aboutissent à certaines erreurs que je vous décrirai aussi lors du volet backtest et optimisation. Et en général, les meilleurs algos qui se basent sur une stratégie sous-jacent, par exemple, en général, ça marche quelques mois. Et en général, après, ça ne marche plus, d'accord? C'est-à-dire que c'est une optimisation qui correspond à une phase de marché bien particulière. Et quand le marché change, eh bien, les résultats s'inversent. Donc vraiment, visez plutôt très large avec de la diversification et vous verrez que vous aurez des résultats bien meilleurs. Donc, la diversification, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et cette diversification, elle passe par un nombre plus important de transactions. Okay, donc, on l'avait vu, moi, sur mon système, en fonction des jours, j'ai des périodes où je peux avoir entre 50 et 100 positions par jour. Donc on n'est plus là, je veux dire, dans une capacité dans un nombre de positions qu'on est capable de produire avec du trading manuel. Tout simplement parce que même si on fait du scalping, le faire manuellement, d'une manière méthodique, demande une grande concentration. Et à moins de vraiment être un fou du clic, c'est difficile de gérer 50 ou 100 positions d'affilée. Alors qu'avec un algorithme, en fait, c'est espacé sur toute la journée et on peut y arriver assez facilement. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et là où on a un système qui va générer donc un grand nombre de positions, eh bien, il va falloir qu'on ait un money management tout simplement adapté. Parce que ce nombre important de transactions va nous obliger à adapter notre money management en fonction. On va voir qu'on ne peut pas tout simplement utiliser le même money management que ce que l'on aurait fait par exemple en manuel, où on a 10, 20, voire 50 fois moins de positions dans la journée. Alors, le money management, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme anglais dont la traduction littéraire est la gestion de l'argent. Après ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, sur le money management? Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'attends vos réponses sur le chat. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le money management? Quand on vous parle de money management, qu'est-ce que ça représente pour vous? Si je fais du scalping, c'est au carnet, je ne fais pas plus 7-8 heures maximum sur une période courte, car ça fait chauffer les neurones, ça fatigue vite. Exactement, c'est exactement ce que j'exprimais justement quand je disais que au niveau de la concentration, on était vite saturé. Alors Luc nous dit la taille de position. Ok, mais pas que. Calcul du risque, protection du capital. Ok, tout ça va dans le bon sens. Prendre le même risque à chaque fois. Et risque par rapport au capital. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses.
Gérer le capital, c'est effectivement donc un terme anglais qui littéralement veut dire la gestion de l'argent. D'ailleurs, le money management, on le rencontre dans d'autres secteurs d'activité que la finance et le trading. On parle aussi de money management en poker, on parle aussi de money management sur des jeux de hasard. D'ailleurs, on retrouve dans le trading des termes dédiés aux jeux de hasard. On va voir d'ailleurs qu'il y a pas mal d'analogies, notamment les martingales. Les martingales sont des systèmes qui ont été avant tout utilisés dans certains jeux de hasard. Et on va voir que certains traders essayent d'appliquer dans le trading eh bien, des concepts qui sont dérivés des jeux de hasard. Et en général, ça se termine relativement mal. Alors, il y a eu beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas eu de grosses erreurs. La taille de position. Alors, c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble de règles qui définit la manière de gérer son exposition au marché en fonction de sa stratégie, en définissant des niveaux de gains et de pertes optimum en termes de performance. Effectivement, c'est la manière dont on va gérer son risque. On va donc gérer son exposition et on va, par cette gestion, essayer d'améliorer les performances brutes d'une stratégie. C'est ça en fait le but du money management, c'est vraiment par son exposition eh bien, améliorer la performance de la stratégie. Il y a des stratégies qui sont rentables théoriquement. Si vous leur appliquez un mauvais money management, eh bien, vous pouvez rendre cette stratégie perdante. Et on va voir que, notamment dans les exemples que je vais vous donner, on a des stratégies qui sont très simples, qui peuvent fonctionner, qui sont rentables, et si on leur applique un mauvais money management, eh bien elles peuvent devenir perdantes. Et ça, c'est une réalité, et malheureusement, c'est souvent la méconnaissance du money management qui fait qu'il y a énormément de perdants dans les traders particuliers, parce qu'en fait tous les institutionnels et tous les professionnels de la finance appliquent des règles de money management, alors qu'il y a énormément de particuliers qui n'en appliquent pas. Moi je le vois d'ailleurs dans énormément de personnes qui me demandent des formations ou du coaching. En général, au niveau stratégique, vous êtes assez bien informés. Par contre, en termes de money management, c'est souvent ça qui pêche. Et combien de fois on a entendu dire, eh bien, je suis gagnant, et puis en une fois, eh bien, soit j'ai tout perdu, soit j'ai perdu, par exemple, 1 an ou 3 mois ou 6 mois de gains passés. Ça, c'est un mauvais money management. On peut être gagnant 99% du temps, et dans les 1% qui restent, reperdre tout ce qu'on a gagné. On a une stratégie qui fonctionne, mais avec un mauvais money management. D'accord ? Et c'est ce manque en termes de money management qui fait souvent qu'il y a des personnes qui perdent d'une manière récurrente en trading, notamment le fait de ne pas vouloir encaisser une perte latente. C'est souvent un mauvais signe qui aboutit en général à des pertes conséquentes. Alors, calcul du risque, protection du capital, gérer le capital, ok. Il y a eu énormément d'éléments. Je vois qu'effectivement, certains d'entre vous ont déjà dû assister à des formations sur le money management que j'ai données. Alors, si vous avez déjà assisté à plusieurs formations sur le money management, il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être me répéter. Par contre, là, je vais aller plus loin sur ce qui concerne notamment le trading algorithmique. Ok ? Alors, avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que le money management, ce n'est pas une stratégie de trading. C'est un complément. Okay ? C'est un concept, le money management, qui vient se rajouter à votre stratégie. C'est vraiment complémentaire. En gros, pour vraiment différencier la stratégie et le money management, la stratégie dit quand et comment agir. Quand, c'est la configuration technique que je recherche. Donc configuration technique qui peut être liée à des indicateurs, à une position du prix, à des zones de cassure, à toute une base de configuration. C'est-à-dire qu'on a plusieurs indicateurs qui doivent nous renvoyer un signal, et il nous dit quand agir. Comment agir, c'est à l'achat ou à la vente. Okay ? Et par rapport à ça, le money management nous dit avec quelle force on doit agir. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'avec la technique, on va avoir la configuration donc, qui nous dit ok, on achète ou on vend, et normalement la stratégie doit nous dire
je mets un stop loss à tel endroit, je mets un take profit à tel endroit. Ça fait partie de la stratégie, parce qu'en fait, le placement du stop loss et du take profit sont liés à la stratégie. C'est une fois que l'on a défini le point d'entrée, le stop loss et le take profit, que l'on va définir un money management. Alors vous allez me dire, ouais mais Gilles, des fois, toi, pendant les trading live, tu ne mets pas de take profit. Oui, parce que dans ma stratégie ou dans mon approche, le take profit, je sais comment, en fonction de l'évolution, je vais le placer. D'accord ? Par contre, vous pourrez remarquer que dans chacune des positions que j'initie sur le marché, il y a toujours un stop loss. Ok ? Même si après je le fais bouger, le stop loss, lui, il est toujours présent. Donc, pour vous faire comprendre vraiment ce qu'est le money management, je vais vous parler d'une analogie qu'on fait avec les jeux de hasard et notamment les courses. Qui est-ce qui a déjà joué au tiercé parmi vous ? Dans le monde hippique, un cheval possède une cote. Cette cote représente l'espérance de gain si le cheval arrive bien classé. La mise représente le risque de perte, et si le cheval n'arrive pas classé. Quand on joue aux courses, on a un cheval qui a une cote. Okay ? Ce cheval, il a une cote. La cote représente le gain si le cheval arrive, par exemple, gagnant ou placé. Bon. Le niveau de perte, c'est tout simplement la mise que l'on va mettre. Soit on va gagner la cote, c'est-à-dire on va rembourser la mise et ensuite on va gagner le gain, donc qui sera la cote. Soit on va perdre, c'est-à-dire le cheval ne sera pas classé, et dans ce cas-là, on va perdre notre mise. Alors, trader Forex, turfiste depuis 35 ans. J'ai eu une période aussi où je suivais beaucoup ce secteur-là. Donc, vous allez voir que certains vont comprendre. Donc, là, par exemple, dans le monde hippique, c'est un petit peu comme dans le trading. C'est-à-dire, on connaît notre niveau de perte, c'est notre mise. On connaît notre niveau de gain, c'est la cote. Ok ? La seule chose qui nous manque, c'est que si le parieur arrive à évaluer le pourcentage de probabilité que le cheval soit classé, il pourra définir la mise optimale pour gagner sur le long terme. Il nous faut 3 éléments pour définir un money management. D'accord ? Premier élément, donc niveau de gain, la cote. Deuxième élément, niveau de perte. Troisième élément, pourcentage de réussite. En fait, la seule inconnue lorsque l'on joue aux courses, c'est le pourcentage de réussite que l'on a pour que le cheval arrive, soit gagnant, soit placé, tout dépend comment on va le jouer. À partir du moment où on a ces 3 éléments, on peut appliquer une formule très connue des turfistes qui s'appelle la formule de Kelly. La formule de Kelly, c'est une formule qui, en fonction de ces 3 éléments, nous permet de calculer la mise que l'on va pouvoir placer pour que, pas être sûr de gagner, mais que sur le long terme, eh bien, on va réussir à dégager du gain. Explication. Pour les paris simples, avec uniquement 2 résultats, l'un impliquant de perdre le montant de sa mise et l'autre impliquant de gagner le montant de la mise multiplié par la cote des gains. Le pari Kelly est le suivant. Alors, F est égal à BQ moins QB divisé par B égale P moins Q sur B. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous donne? L'explication. Alors, la source, excusez-moi, j'ai oublié de la noter, c'est la source, c'est Wikipédia. Hein, j'ai repris la formule qui était sur Wikipédia, mais qui correspond vraiment à ce qui est dit. Si F est la fraction du budget courant à parier, B est la cote nette perçue sur le pari, c'est-à-dire le rapport généralement exprimé B contre 1. Hein, en général, ceux qui jouent aux courses, on a un cheval, il est donné à 3 contre 1. Donc 3 contre 1, il fait partie des favoris. Après, il peut être à 10, 20 contre 1. Et puis, on a les outsiders et puis on a les oubliés, hein, ceux qui ont vraiment très peu de chances de gagner, qui ont des cotes à 40, 50, 80 contre 1, où là, on sait que bon, si on le joue, on gagne 80 fois la mise, mais on a très peu de chances qu'il arrive. Hein, en général, plus la cote est forte, plus ça veut dire que le pourcentage de chances que le cheval arrive est faible. Donc, avec cette formule, on a donc la cote, on a P, la probabilité de gain, hein, donc que l'on retrouve ici, et Q, la probabilité de perdre. Alors, je vais vous donner des exemples. Hein, le but, c'est pas de vous apprendre à connaître la formule des Kelly. Si un pari, par exemple, offre 60% de chances de gagner la mise,
Donc P égale 0,60, Q 0,40, puisque c'est 1 moins 0,60, B égale 1, alors le joueur doit miser 20% de son budget à chaque opportunité. F égale 0,2. D'accord? Si on fait le calcul ici, P moins Q sur B, eh bien, ça voudrait dire que pour avoir un gain optimum, eh bien, le joueur doit miser maximum 0,2, c'est-à-dire 20% de son capital total. C'est-à-dire qu'ensuite, il va lui rester du capital et il va pouvoir remiser. Et avec le système des probabilités, la loi des grands nombres, statistiquement, il va gagner sur le long terme. D'accord? Ça, c'est la formule de Kelly. Donc, dans cet exemple, on voit que le parieur décide pour qui miser. C'est-à-dire, c'est le parieur qui va se dire, ben moi, ce cheval, j'y crois, donc pour moi, il a une bonne chance par rapport à sa cote et par rapport donc à ce qu'il va me rapporter et par rapport à ce qu'il a présenté en général sur des courses antérieures, et la formule va lui dire combien miser. En fait, l'analogie, on va pas aller beaucoup plus loin, mais l'analogie, elle est exactement la même. C'est-à-dire que on a le parieur qui décide quel cheval il va jouer, et la formule qui lui dit combien tu peux miser pour avoir un gain optimal. Et en trading, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir le signal technique, qui va nous dire là il faut rentrer, et ensuite il y a le money management qui va nous dire là si tu veux rentrer avec tel pourcentage, avec tel niveau de gain, avec tel niveau de avec quel niveau de perte, eh bien tu vas devoir rentrer avec telle exposition. En fait l'analogie elle est là, c'est-à-dire c'est exactement la même chose. Et donc l'avantage que l'on a quand on fait du trading algorithmique, on va se dire là c'est facile. Pourquoi? Parce qu'un trader algorithmique, il connaît son pourcentage de gain, son risque de perte, d'accord? Et sa probabilité de gain. Pourcentage de gain, c'est en capital, hein, d'accord? Donc, normalement, un trader algorithmique, on va voir comment il peut faire ça, mais il pourrait en fait optimiser. Puisqu'en fait, un trader algorithmique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer sa stratégie, il va la backtester, il va l'optimiser, et ensuite, dans son optimisation, il va dégager la stratégie qui offre la meilleure probabilité de gain. Et donc, dans son rapport, je vous montrerai ça, comment on fait avec un backtest, eh bien, il va avoir le pourcentage de trades gagnants, et puis ses pertes moyennes et ses gains moyens. Donc, avec ça, on pourrait se dire que le trader, il pourrait appliquer la formule de Kelly, ok, et gérer son capital avec cette formule. Alors, certains investisseurs le font, mais en général, ça ne marche pas longtemps. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une phrase qui est bien connue qui dit que les performances antérieures ne préjugent pas des performances futures. En gros, ce qui va varier, c'est que le pourcentage de probabilité de réussite d'une stratégie, elle va varier dans le temps. Et on a un autre élément qui va venir entrer en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle la répartition des gains et des pertes, qui va faire que, en fait, même avec une formule de Kelly, on va partir du principe que notre stratégie, les résultats que l'on a sur le long terme, eh bien, on va continuer à la proroger, c'est-à-dire on va continuer à avoir les mêmes statistiques. Sauf qu'en fonction des configurations de marché, ces chiffres ils vont changer et que même si on a une moyenne sur le long terme, eh bien on n'est pas sûr que ces paramètres vont rester les mêmes durant toute la période où on va trader, où on va prendre des positions. Et en gros, ça, c'est... Alors, il y a énormément, hein, vous pouvez aller regarder, vous tapez formule de Kelly trading, il y a énormément de sujets là-dessus. C'est assez intéressant, mais beaucoup de forums et beaucoup justement d'écrits disent qu'en fait, il y a des limites à la loi de Kelly qui ne s'appliquent pas, tout simplement parce que déjà, le pourcentage de réussite, c'est vraiment une projection de ce qui s'est passé auparavant, mais on n'a aucune assurance que le pourcentage, la probabilité en fait de gagner un trade, elle est justement assujettie aux résultats antérieurs. Ça, on parie là-dessus, mais en fait, on sait que tout peut changer.
Il y a d'autres secteurs comme le poker par exemple qui s'en servent beaucoup plus. Par exemple au poker, vous avez, là c'est de la théorie mathématique, où vous avez en fait une main en fonction du nombre de personnes qui jouent contre vous, en fonction du nombre de cartes, c'est-à-dire si vous avez 3 cartes, 4 cartes ou 5 cartes, hein, pour ceux qui font du Texas Hold'em, eh bien il y a des calculs mathématiques qui vous donnent en fonction de votre main, et en fonction soit s'il n'y a aucune carte qui est posée, soit s'il y en a 3, 4 ou 5, enfin 5 c'est oui 5 aussi, oui, qui vous donnent des pourcentages, là vous savez que vous avez un pourcentage. Et certaines personnes au poker se servent de cette formule pour savoir sur le long terme, par rapport à leur bankroll, ce qu'ils ne doivent pas dépasser en termes de mise, pour rester justement dans les statistiques. Certaines personnes jouent au poker comme ça, c'est-à-dire en fait, ils éliminent tout ce qui est partie du bluff, etc. On verra que enfin on verra, non on va pas parler poker aujourd'hui, mais ça fait quand même, c'est une importance dans le poker. Mais il y a des personnes, notamment ceux qui jouent en ligne, où le bluff est beaucoup moins important. Eh bien, il y a des personnes qui agissent justement avec la formule de Kelly pour toujours avoir les statistiques de leur côté. Et ça donne des résultats. D'accord? Parce que là, on connaît le pourcentage de chances que l'on a de gagner ou pas avec cette main, parce que toutes les mains sont quantifiées. Et donc, en fonction de ce que misent les autres, on sait toujours si on doit suivre ou pas. D'accord? Si on a une mise qui nous donne où on n'est pas dans la cote, eh bien tout simplement on ne va pas miser, c'est-à-dire on va plutôt préférer perdre. Par contre, si au niveau des mises, si on suit, on est dans notre cote, eh bien on va suivre parce qu'on sait très bien que sur la longueur, sur le long terme, eh bien on va gagner plus souvent que ce qu'on va perdre. Le plus dur, c'est de trouver la bonne stratégie. Ouais, mais en fait, vous verrez qu'il y en a de très simples. La psychologie équine n'est pas la psychologie des foules. Je comprends pas bien. Aux échecs aussi, Kelly peut s'appliquer, voir l'IA qui a battu Garry Kasparov. Aux échecs, je suis pas sûr que la configuration soit la même parce qu'il n'y a pas le principe de perdre ou de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, le money management, là où il va être intéressant, c'est qu'il va, en fait, vu que c'est un capital que vous avez qui va évoluer en fonction des gains et des pertes que vous allez générer, il y a une progression, en fait, dans l'évolution du capital. Et en fait, dans cette progression, justement, le fait d'appliquer tel ou tel money management peut arriver à ce que vous fassiez, par exemple, banqueroute, comme ça peut être le cas d'ailleurs au poker, et alors qu'aux échecs, il n'y a pas cet aspect de progression vraiment du capital. Aux échecs, c'est vraiment de la stratégie pure. Alors, donc, le money management, c'est le complément de la stratégie qui va permettre d'optimiser la performance par l'optimisation des gains et des pertes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, en fait, on a notre stratégie, et en fait, notre money management va optimiser nos séries de gains et de pertes pour avoir au final une performance globale de la stratégie la meilleure possible. Ok? Donc, les principaux paramètres d'un money management, quels sont-ils? Je suis sûr que vous les connaissez tous. Il y a 2 éléments principaux. Bonjour Sekou. Je pense que ces 2-là, vous allez me les trouver. Non, c'est pas Shane Kelly, non. Allez, je vous écoute. A priori, on a un petit peu de latence aujourd'hui, donc je vous attends. Il y a 2 éléments principaux dont on vient de parler, en fait, lorsqu'on parlait de la formule de Kelly et du money management. Pour mettre en place son money management, il y a 2 choses qu'on doit connaître. Alors, le capital et le pourcentage de réussite. Progression des mises. Alors, le pourcentage de réussite, on en a un. Le capital, on va voir que finalement, il n'a pas une grosse influence. Alors, on a le pourcentage de réussite. Quelle idée. Bien vu, Luc. Allez, c'est un truc dont vous parlez tout le temps sur les forums et sur le trading. Je suis sûr que vous le connaissez. Oui, le RR.
le ratio rendement-risque. Donc en fait, c'est le RRR. Les deux éléments principaux qui vont nous permettre justement de commencer à calculer notre money management, c'est le ratio rendement-risque. C'est-à-dire quand on va initier un trade, on va avoir un stop loss et on va avoir un take profit. Quel est le meilleur ratio rendement-risque que l'on a entre le stop loss et le take profit? D'accord? Et le pourcentage de transactions gagnantes, c'est-à-dire par rapport au nombre de transactions que je fais dans la journée, la semaine, le mois, l'année, quel est mon pourcentage moyen de trades gagnants? Ok? Alors, selon vous, ratio rendement-risque, quel est le meilleur ratio? Je vous écoute. « 3 pour 1, nous dit Luc. Il y en a beaucoup qui ne répondent pas. Alors, je vais vous poser la deuxième question. 2 pour 1, 3 pour 1. Ça dépend du pourcentage de réussite. Ok. Donc, pourcentage de réussite, quel est le pourcentage? Quel pourcentage on peut espérer atteindre? Le plus grand possible, je risque 1 euro pour en gagner à l'infini. Alors ça a un nom, hein, Virginie. Ça a un nom. Ça s'appelle le loto. Le loto, je mise 1 euro pour essayer d'être millionnaire. Alors, Gérard nous dit 5%. 5% de trade gagnant, ça fait pas beaucoup. Hein. Gilles nous dit 60%. Alors, supérieur à 3, je pense qu'on est sur un risk-reward ratio. Alors, Sekou Traoré nous dit 10%. Bon, on voit un peu de tout. Alors, take profit égale stop loss. Donc, toi, tu nous parles d'un ratio 1 pour 1. Alors, en fait, ce que je remarque, c'est que en fait, vous avez tous des ratios supérieurs à 1. Alors qu'en fait, 30% ok, si gros gain possible, mais alors faible expo d'entrée. Ah. Ces deux paramètres, ils ne sont pas distincts, mais interdépendants. Parce que tout simplement, dans le money management, ce qui va être important, c'est le couple ratio rendement-risque par pourcentage de gain qui va permettre de définir un bon money management. D'accord? C'est-à-dire que dire le meilleur risk-reward ratio, c'est 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, et il faut absolument 60% de trades gagnants pour avoir une stratégie gagnante, alors c'est pas faux, parce qu'avec un risk-reward ratio de 3 pour 1, on peut gagner de l'argent, et avec une stratégie à 60% de trades gagnants, on peut gagner de l'argent aussi, bien sûr. Mais en fait, c'est insuffisant, c'est incomplet comme réponse. En gros, ce qu'il faut, c'est donner tout simplement une relation entre les deux. Et effectivement, comme quelqu'un me l'a dit, ces deux paramètres dépendent de la stratégie utilisée. D'accord? Principe de base. Et ça, je vous montrerai, je vais vous préparer un graphique, le cas échéant. Voilà. Non, pour l'instant, on va le mettre là. Ok, je vais vous préparer un graphique. Voilà. On va, hop, non, on va pas prendre ça. Ouais, je vais vous préparer un graphique là. C'est sur le compte live. Voilà. Allez, tiens, on va jouer sur on va travailler sur des graphiques en temps réel. Au moins, il n'y aura pas de préparation, il n'y aura pas de triche. Alors, principe de base. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a plus de probabilité qu'une tendance se poursuive par rapport à une inversion de tendance? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, et je vais vous montrer un graphe, et ça va être un graphe en temps réel. Alors, je vais vous montrer mon autre écran. Voilà, ça c'est l'euro-dollar en temps réel, en unité de temps M15. Alors, on peut dire qu'on a combien de tendances sur ce graphe? Si on part ici, si on parle, comme ce que je vous dis ici, par exemple, des évolutions entre banque de Bollinger et moyenne mobile,
On a ici une tendance haussière, donc on en a ici une. Là, on en a une deuxième. Là, on en a une troisième. 4. D'accord. Là, 5. 6. 7. 8. 9. Bon, là, ça... Allez, on va dire qu'on en a une dizaine. D'accord, en comptant celle-là. Ok. On a en gros 10 tendances sur ce graphe. Vous voyez que j'ai pas pris un graphe où il n'y avait que des tendances bien établies, etc. C'est très volatile, ça part dans tous les sens. Voilà, c'est l'euro-dollar en unité de temps 15 minutes. Vous pouvez regarder, c'est le graphique actuel. On a, allez, on va dire une dizaine de tendances. Ok. À votre avis, il y a combien de bougies sur ce graphe? J'ai essayé de les compter, il y en a environ 200. D'accord? Sur un graphe de cette taille-là, il y en a environ 200. Donc, on le voit, sur un graphe que l'on a comme ça, avec une dizaine de tendances, on a 200 bougies. 10 tendances avec 200 bougies, ça nous donne quelle probabilité de rentrer sur une bougie pile poil sur l'inversion de tendance? « 10 pour 20 », ça nous fait environ 5%. D'accord? C'est-à-dire que si on joue l'inversion de tendance, on a 5% de chance de rentrer à contre-temps. Donc, est-ce que vous êtes d'accord quand je dis qu'il y a plus de probabilité qu'une tendance se poursuive par rapport à une inversion de tendance? Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Là, c'est des maths, mais là, c'est bon. On va en avoir de moins en moins. Ça va être plus des cas concrets maintenant. Même si des maths, on est obligé d'en faire un petit peu. Donc, il y a plus de probabilité qu'une tendance se poursuive par rapport à une inversion. Qu'est-ce que ça implique, ça, en termes de risk-reward ratio et en termes de pourcentage, justement, en termes de pourcentage de réussite en trading? C'est que si on a une stratégie en tendance, on va pouvoir se permettre d'avoir un risk-reward ratio supérieur à 1, puisque si on considère que au moment où on achète, on va acheter dans la tendance, eh bien en fait, on va avoir un potentiel de gain supérieur au risque de perte, en termes de points, en termes de probabilité. Tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, maintenant, si on applique une stratégie à contre-tendance, si par exemple le marché est haussier et que nous, on veut vendre, eh bien en fait, on a plus de probabilité d'être stoppé par rapport à la probabilité que l'on ait d'avoir juste agi sur le retournement. Ça veut dire que si on n'est pas une grosse probabilité d'agir juste au moment du retournement, on a une grosse probabilité de porter du drawdown. Donc si on veut avoir une chance équilibrée de gagner sur le marché, il va falloir tout simplement qu'on applique un risk-reward ratio inférieur à 1. Et donc par rapport à cette approche, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on a un risk-reward ratio supérieur à 1, il y a aussi un troisième élément que l'on sait. C'est que, alors de nombreuses études montrent que la plupart du temps, le marché est en range. Okay? Certains évaluent ce pourcentage à 70% du temps. Ça veut dire que si on a un risk-reward ratio supérieur à 1 et que nous, on joue la tendance, eh ben, on va avoir un pourcentage de réussite qui sera souvent inférieur à 50%. Par contre, lorsque l'on va prendre une stratégie à contre-tendance, avec un risk-reward ratio inférieur à 1, c'est-à-dire un risque de perte supérieur au potentiel de gain, on va avoir un pourcentage de probabilité de trade gagnant qui sera supérieur à 50%. Et là, on voit que le système peut s'équilibrer. C'est-à-dire que si, par exemple, on gagne 2 fois plus que ce que l'on perd sur une série de trades, à partir du moment où on a plus de 33% de trades gagnants, eh bien, on va générer du gain. Et vous voyez qu'on a un pourcentage de trades gagnants inférieur à 50%, puisqu'on est à 33%, mais si on est à 35%, par exemple, eh bien, on va générer du gain.
À l'inverse, si on a un risque de perte supérieur à l'espoir de gain, si par exemple notre risque de perte est 2 fois supérieur à l'espoir de gain, eh bien, il nous faudra faire plus de 67% de trades gagnants. Mais comme on est en stratégie contre-tendance, en fait, on va avoir un stop plus éloigné que le take profit pour justement absorber le fait qu'on a plus une probabilité que la tendance se poursuive plutôt qu'elle se retourne juste au moment où on va intervenir. Et donc, on va absorber justement cet effet-là et on va avoir un take profit plus rapproché parce que, au bout d'un moment, le marché étant théoriquement plus souvent en range, eh bien, on va avoir un retour. D'accord? Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement pour vous montrer qu'à partir du moment où on utilise la stratégie dans le bon sens et où on va appliquer ces deux réglages, c'est-à-dire soit un risk-reward ratio supérieur à 1 avec un pourcentage de trades gagnants inférieur à 50%, ou alors un risk-reward ratio inférieur à 1 mais avec un pourcentage de trades supérieur à 50%, en fonction des stratégies que l'on va utiliser, eh bien on va réussir à trouver des systèmes qui fonctionnent sur le long terme. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ah ça y est, c'est parti sur les options. Là, on est sur du basique quand même, hein, sur du basique en termes de mathématiques. Donc bon, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Bon, a priori, pas de questions. Ok, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'y reviendrai par la suite. Donc une fois que l'on a compris ce principe, ce qu'il faut, c'est savoir calculer son aversion au risque. L'aversion au risque, c'est tout simplement se dire qu'est-ce que je suis prêt à perdre en trading. Ok ? Alors certains vous diraient je suis prêt à perdre tout le capital que je mets sur le trading. Certains vous diront bah, moi je suis prêt à perdre 10% de ce que je mets sur mon compte de trading. D'autres 50%, exactement. Enfin, il y a énormément de choix possibles. En gros, tout dépend aussi de votre capital global. C'est-à-dire quelqu'un qui met par exemple 10 000 euros sur un compte de trading, mais qui a 1 million d'euros d'épargne en immobilier ou en placement divers, même s'il perd l'intégralité de son capital, ça ne va pas être catastrophique pour lui. Par contre, une autre personne qui va mettre 10 000 euros alors que ça représente toutes ses économies, donc lui, par rapport à son capital global, ça sera plus catastrophique parce qu'il aura perdu les économies de toute une vie en quelques semaines. Et ça arrive, hein, d'accord? Donc, par rapport à ça, l'aversion au risque va être différente d'une personne à l'autre. Donc, pour calculer son aversion au risque, la première chose qu'il va falloir calculer, c'est son risque global. C'est-à-dire, quand je pose de l'argent sur mon compte de trading, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? C'est la première question qu'il faut se poser. Avant même de savoir ce que l'on veut gagner, c'est ça. Donc, risque global. Okay. Ensuite, ce que l'on va aborder comme concept, c'est le risque portefeuille. C'est-à-dire que quand je vais avoir comme j'ai une approche qui est diversifiée, je vais avoir plusieurs opérations de trading en même temps. Si toutes mes opérations sont perdantes en même temps, qu'est-ce que je suis prêt à perdre en l'instant T? Ou alors quel est le drawdown latent maximum que je suis prêt à supporter? Ça, on va aussi pouvoir en déduire le risque que l'on est capable, le risque partiel que l'on est capable de prendre en un temps donné. Et en fonction de ce temps donné, on va déduire le risque position, c'est-à-dire si on constate que l'on a, par exemple une dizaine de positions, que notre risque portefeuille par exemple à l'instant T c'est 5%, eh bien on va diviser nos 5% par le nombre de positions, et ça va nous donner par exemple un risque qui ne doit pas dépasser 0,5% du capital par position en cours. D'accord? Donc ça, c'est le calcul qui est minime, hein, qui est très connu,
que l'on doit se poser, comme on doit se poser cette question et se dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter donc en termes de risque. Il faut au moins se poser la question. D'accord? À partir de ce moment-là où on a défini notre risque position, on va pouvoir calculer son exposition. Ok? Et son exposition, vu qu'on a défini un risque de perte sur le capital, on va le définir avec un risque en pourcentage. D'accord? En pourcentage par rapport au capital. On risque un pourcentage de son capital en fonction de son aversion au risque qui a défini notre risque global, notre risque portefeuille et notre risque position. Et donc dans ce cas-là, le risque, c'est tout simplement la taille du stop multipliée par la valeur du point. Ok, donc sur chaque position, on va se dire, ben voilà, à chaque fois, je sais par exemple que mon risque c'est 0,5%, ce que l'on a défini tout à l'heure. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, on définit d'abord la stratégie, ensuite on parle money management. Si ma stratégie me dit, mon stop il est à 20 pips, j'ai 1000 euros, eh bien si j'ai une valeur du point qui est à 1 euro du point, je vais pouvoir calculer ma taille de position pour que si je perds les 20 pips, eh bien je perds, par exemple, si on a dit 0,5%, eh bien je perds 5 euros. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. C'est pas, j'achète, je mets un lot, et ensuite je me dis, tiens, à combien il faut que je mette mon stop pour que ma perte maximale fasse 0,5% du capital. Tout simplement pourquoi? Parce que là, on n'a pas pris en compte le fait de savoir est-ce qu'on est en tendance ou pas, comment je vais placer mon stop loss et mon take profit en fonction de la volatilité ambiante et en fonction de ma stratégie. Est-ce que je suis dans la tendance? Est-ce que je suis à contre-tendance? Quel type de stratégie j'utilise? Comprenez pourquoi je vous ai expliqué tout ça? C'est que dans notre approche, on va, définir la stratégie qu'on va utiliser. La stratégie va nous donner le signal. Donc, le signal va nous dire, à ce moment-là, pour avoir une bonne probabilité de gain, je vais définir mon point d'entrée, mon stop loss, mon take profit. Même si ce sont des valeurs qui après vont varier. D'accord? Même si le take profit est très loin. Mais surtout, ce qu'il va falloir éviter, c'est la grosse perte. Donc, le stop loss, lui, c'est obligatoire qu'on le définisse. Mais on verra que le take profit aussi, il est important. Et à partir de ce moment-là, il faut connaître ces trois variables, ou au moins deux, c'est-à-dire le point d'entrée et le stop loss, pour définir donc son risque et donc définir son exposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, il faut ajouter le spread puisque les frais font partie de la perte. C'est-à-dire que vous gagnez ou que vous perdiez, eh bien, vous allez perdre donc les frais. Hein, on va parler de spread si on parle de CFD, mais pour ceux qui sont sur futur, il y aura le spread plus les commissions. Et si vous êtes sur action, vous aurez le spread plus les frais de courtage. D'accord? Ça, c'est général. Maintenant, se pose la question. D'accord? Je vous ai dit, on est sur un risque dont on est... oui, chez Active Trade, le stop loss est garanti selon les dernières recommandations de l'AMF. Hein. Je vous rappelle qu'un broker qui ne propose pas de stop garanti n'a pas le droit d'opérer sur le sol français. Et donc Active Trade fait partie des brokers qui ont le droit d'opérer sur le sol français. Sinon, cette formation n'aurait pas pu être dispensée en France. Vient ensuite la question donc, par rapport au risque que l'on prend de la progressivité. Alors pourquoi on va parler de progressivité? Parce que tout simplement, au début, j'ai par exemple, je sais pas, j'ai mis un capital de 10 000 euros. Je vais faire mon premier gain, ma première perte. Est-ce qu'il faut que j'adapte tout de suite mon risque à mon capital en évolution, ou est-ce que mon risque il est calculé sur mon capital initial? À votre avis, quelle est la meilleure approche? Donc, sachant qu'il existe deux possibilités pour faire évoluer son exposition. Soit on utilise un risque fixe, c'est-à-dire qui est toujours basé sur le capital de départ, soit on se base sur un risque proportionnel qui agit en fonction de l'évolution en temps réel du capital.
Solution 2, risque proportionnel. Alors, il y en a d'autres qui donnent une solution, enfin qui émettent une solution. Sur la dernière valeur du capital, donc Mamba, toi, tu serais sur un risque proportionnel. Risque proportionnel, d'accord. Alors, il y a deux écoles. Moi, longtemps, alors, vous le savez tous, hein, moi, je suis en risque proportionnel. Je vous l'ai dit pourquoi. Mais moi, quand j'ai étudié vraiment, quand j'ai vraiment mis le nez dans le money management, que j'ai fait des recherches, même en termes de progression mathématique, etc., je me suis même fait aider par des gens qui avaient un niveau un peu plus poussé que moi en mathématiques. Tout le monde, enfin, certains me disaient, et dont même certains professionnels me disaient que le risque fixe était meilleur en termes de performance. Tout simplement, l'exemple qu'on me donnait souvent, c'est tu as 10 000 euros, tu fais un gain, une perte de 10%, peu importe d'ailleurs le sens du gain et de la perte. Si tu es en risque fixe et que tu prends le capital initial, eh bien tu perds 1000 euros et tu regagnes 1000 euros. Par contre, si tu es en risque proportionnel, tu perds 1000 euros et ensuite, comme il te reste 900 euros et que non, pardon, tu es à 10 000, donc tu perds 1000 euros, donc tu te retrouves à 9000, et de 9000, tu regagnes 10%, tu te retrouves à 9900 euros. Donc tu as perdu 100 euros en étant en risque proportionnel par rapport au risque fixe. D'accord ? Et moi, j'avais l'intuition que le risque proportionnel était plus adapté, mais c'est vrai que cette loi mathématique qui fait que si on fait une alternance de gains et de pertes, eh bien, on va générer plus de gains sur du risque fixe. D'ailleurs, l'exemple m'était donné que dans certaines SICAV, il y a des SICAV qui sont en risque, qui sont en capital. J'ai perdu les termes, ça y est. Où le capital est... Alors, il y a certains fonds qui sont capitalisés et les autres qui sont, je ne me rappelle plus quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le risque n'est fait qu'en fonction du capital de départ et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les gains sont sortis en fait du capital de départ. Ça me reviendra. Mais oui, voilà, capitalisé, mais c'est l'autre surtout que je me souviens plus. Et effectivement, ça, c'est une question que je me suis longtemps posée. Alors, la réflexion que j'ai eue, c'était que l'exposition fixe était beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre capital de départ, eh bien, c'est beaucoup plus facile de calculer ses gains et ses pertes, puisqu'en fait, ils ne changent pas. Qu'on avait une meilleure rentabilité selon l'alternance des gains et des pertes, hein, le fameux résultat, le fameux exemple des 10%, plus 10, moins 10. D'accord ? Et si on en revient au sujet initial, à savoir le grand nombre de positions de trading, même si on ne fait que des gains de 1% et des pertes de 1%, si on est proche des 50% de trades gagnants, eh bien en fait, à force de faire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, un grand nombre de fois, on va faire de la perte. Ça, mathématiquement, c'est vérifiable assez facilement. Alors que si on est sur un risque à exposition fixe, on va rester à notre capital de départ. Hein, je parle d'un point de vue purement théorique. D'accord ? Et c'est encore pire si on a une série noire, eh bien c'est que si on est toujours sur un capital, sur un pourcentage à 50%, eh bien le capital va descendre tout doucement. Alors, meilleure rentabilité donc selon l'alternance des gains et des pertes. Par contre, l'inconvénient, c'est que on a une mauvaise gestion en cas de série noire. Qu'est-ce qui se passe quand on a une série noire ? On a un capital. Imaginons qu'on reprend par exemple l'exemple des 10%. Et moi, c'est ce que je me suis dit. C'est que si je suis en capital fixe et que je fais 10 trades de perte de 10% et 10 trades de gain de 10%, si je fais d'abord mes 10% de perte x 10, je n'ai plus de capital pour refaire mes 10 trades gagnants à 10%. Et donc, je ne peux plus revenir à mon capital initial. Alors que si je suis en proportionnel, je vais perdre 10 fois 10%, c'est-à-dire je vais réduire mon capital. Je crois qu'en gros, on est à une perte de... je ne me rappelle plus, j'avais fait le calcul, mais on pourra le refaire. Mais j'aurai du capital pour refaire mes 10%. Alors certes, je serai en perte, mais il me restera du capital. Plus que si j'ai fait banqueroute avec l'exposition fixe. Et en fait, une des grandes problématiques justement lorsque l'on fait du trading, c'est l'absorption de la série noire.
D'accord? Pouvoir supporter une série noire, c'est-à-dire qu'en plus, comme on a un grand nombre de trades en algorithmique, il va falloir qu'on puisse supporter au niveau de notre capital les phases où on a beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants. Et ça, avec une exposition fixe, quand on fait de l'algorithmique, on va le voir tout à l'heure, je vous ai fait un exemple avec un tableau Excel qui j'espère sera le plus clair possible, et bien en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Ok? Donc moi, j'ai commencé à me tourner vers l'exposition proportionnelle, qui alors pour le coup est beaucoup plus complexe, d'accord? Et notamment, il y a une complexité qui fait que par rapport à une perte constatée, eh bien, le gain à réaliser est donc largement supérieur à la perte, ressentie. Hein, ça, c'est l'exemple que tout le monde connaît. Si on perd 5%, ben en gros, c'est quasiment 5% que l'on doit réaliser pour revenir au point initial. 10%, on doit réaliser un gain de 11%. C'est arrondi. Hein. Si on perd 20%, déjà, il faut gagner 25%, ça commence à être difficile. Si on perd 30%, il faut qu'on fasse 43%. Là, ça commence à friser le très compliqué. Si on perd 50%, il faut qu'on fasse 100%. Si on perd 50% son capital lorsque l'on est en exposition proportionnelle, on se rend compte que là, la tâche va être vraiment ardue. Faire 100% dans l'année, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vous assurer qu'ils vont le faire. Moi, 100% dans l'année, je ne l'ai jamais fait. Hein. Enfin, si, je l'ai fait sur le compte Forex Como x5, mais avec un petit capital, c'est juste pour tester, avec une forte exposition. Il y a une année, je crois que c'était en 2016, j'ai dû faire 270%. Mais je ne considère pas que c'était un money management très prudent, puisque le drawdown de ce compte, il est de 50%. Donc il faut pouvoir le supporter lorsque l'on a une très forte somme d'argent à faire fructifier. Un drawdown de 50%, c'est quand même énorme. Donc si on voit ici qu'avec ce money management progressif, si on perd 50%, il faut qu'on refasse 100%. Donc ça, c'est plus compliqué, et c'est un des gros problèmes justement de l'exposition proportionnelle, c'est que bien souvent, la performance à réaliser pour revenir au point de départ, elle doit être supérieure à celle qui nous a amené aux pertes. Et de même, ce tableau, on peut l'inverser. Si je fais 100% de gains, par exemple, en trading, il suffit que je fasse moins 50 pour revenir au capital initial. C'est-à-dire, si je fais plus 25, il suffit que je fasse moins 20 pour revenir au capital initial. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On voit que quand on a une perte, quand on a une perte qui est forte, on aura beaucoup de mal à la remonter. Et par contre, quand on a un gain qui est fort, ça sera très facile de le reperdre. Donc vous voyez que c'est totalement dissymétrique comme risque. Hein. Et donc ça, c'est un problème justement qui est lié à l'exposition proportionnelle. C'est qu'on va avoir dans l'ensemble beaucoup plus de mal à gagner qu'à perdre sur le long terme. Parce qu'on va avoir une alternance de gains et de pertes. Ok? Donc ça, il faut vraiment... faut vraiment en tenir compte. D'accord? Alors, je lis qu'il y a beaucoup de questions. Sur ton site, tu as ce tableau qui est très parlant. Alors, j'y viendrai après. C'est peut-être le même que celui que je vous ai préparé après. Si je fais 25 à 30% pour l'année, je suis très contente. On va essayer de ne pas trop perdre. Ben, ça va être justement le but du money management. Donc ça, ce concept-là, il faut toujours le garder en tête. Parce qu'on voit qu'en exposition proportionnelle, bah, le problème, c'est que ça va être beaucoup plus facile de perdre que de gagner. Et c'est vraiment ça. Alors, donc, plus complexe, mauvaise rentabilité selon l'alternance des gains et des pertes, c'est ce que l'on vient de voir. Par contre, un gros avantage, c'est qu'on a une meilleure gestion en cas de série noire. Pourquoi? Lorsque l'on a une série noire, on va générer des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes, des pertes. Le capital va baisser. Comme l'exposition est indexée sur l'évolution du capital, eh bien, quand on va faire une série de pertes, l'exposition va se réduire. Et donc, on va réduire nos pertes. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là où l'exposition globale en fixe peut nous conduire à la banqueroute, vous vous rendez bien compte que si je perds 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, eh ben, au bout d'un moment, eh bien, au bout de 10 trades, je n'aurai pas perdu l'intégralité de mon capital. Alors, je peux faire le calcul rapidement. Alors, là, je viens de faire le calcul.
10 trades en proportionnel où je perds 10% de mon capital, eh bien en fait, je perds 66% de mon capital. 65,2%. D'accord? Donc certes, il me reste qu'un tiers de mon capital, mais là où, si j'avais 10 000 euros avec 10 pertes de 10% en fixe, ben, je me retrouve à 0. Avec 10 pertes de 10% en proportionnel, je me retrouve avec 3 486 euros. Ok? Comment on fait pour faire un calcul? Je vous le refais. D'accord? Le fait de faire 10 pertes successives, 10 pertes successives de 10%, c'est comme si on multiplie son capital par 0,9. Et si on multiplie son capital 10 fois par 0,9, c'est comme si 0,9, on le faisait puissance 10. Et là, ça nous donne 0,3486. Si je multiplie par mon capital de départ qui était de 10 000 euros, eh bien, mon capital résultant sera de 3 486 euros. Ok, tout le monde est d'accord avec ce calcul, j'espère. Donc c'est le principe, mais rappelez-vous que si on est en exposition fixe, on a tout perdu, on est en banqueroute. Ok? Donc meilleure gestion en cas de série noire, mais surtout meilleure gestion en cas de gains multiples. Parce que si on a une série de gains, à partir du moment où on va augmenter l'exposition avec l'évolution du capital si on gagne, eh bien ça veut dire que plus on va gagner, si on continue à faire des gains, eh ben les gains vont augmenter aussi. Et on peut même avoir une progression exponentielle, c'est-à-dire qui s'accélère avec le temps, si on continue à être sur une bonne série de gains. Et ça peut être très intéressant. Et ça, c'est quelque chose que l'exposition fixe ne nous offre pas non plus. Donc c'est ça, moi, qui est intéressant, que je trouve intéressant sur une progression, c'est qu'on a justement une meilleure protection en cas de série de pertes et une meilleure performance en cas de série de gains. Par contre, il reste ce fameux principe de se dire « Ouais, mais si je suis autour de la zone neutre, et si j'alterne les plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, mais au final, je vais être perdant. » Et ça, c'est un problème. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut contourner ce problème. D'accord? Donc là, je vais vous parler d'un exemple d'une série de transactions. Alors, je vous ai préparé des petits graphiques que je vais vous afficher maintenant. Voilà. Alors, sur ce graphe, j'ai fait une simulation. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple pour que, justement, on soit sur un exemple qui puisse être compris par tout le monde. Bon. Cette configuration ici, ça nous donne une progression sur 100 positions. D'accord? Là, voilà, on a 100 positions. On part ici de la ligne 10 où on a 0 gain, 100 pertes, 1 gain, 99 pertes, 2 gains, 98 pertes, et on va jusqu'à un ratio ici où on a 100 gains, 0 pertes. Ok? Ici, on règle le capital de départ, et ici, on règle le pourcentage que l'on gagne, 10% quand on gagne, 10% quand on perd. Les deux calculs sont là. On a ici l'approche constante, avec plus-value, moins-value, l'approche proportionnelle, d'accord? Et ici, la différence. Donc, en fait, quand c'est rouge, c'est tout simplement que l'approche constante a généré des meilleurs gains que la proportionnelle. Donc, en fait, la proportionnelle a perdu par rapport à l'exposition fixe. Et là, ici, l'écart en pourcentage. Donc, en fait, ces deux colonnes ici, eh bien, nous donneront la même chose en termes de couleur. Ce que l'on constate, c'est que ici, dans la colonne différence, on est noir, donc positif, d'accord, sur des grands nombres de possibilités. Ce que l'on voit, c'est que ici, sur la ligne 50-50, on est à peu près au milieu ici des pertes générées par l'évolution proportionnelle par rapport à l'évolution constante. C'est un petit peu ce que l'on retrouve. On fait plus 10, moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, moins 10. Si on tourne autour de la zone d'équilibre de la stratégie, eh bien, l'approche proportionnelle va nous générer des pertes. Maintenant, ici, si à la place, alors ça, je vous en ai même fait une représentation graphique, voilà. C'est-à-dire là, en fait, on a les gains générés par l'approche proportionnelle qui montent en termes, c'est quasiment une fonction exponentielle, d'accord? Plus on va gagner, plus on va monter.
Et ici, alors c'est coupé, hein, ici on est entre, je crois, entre 30 et 60, d'accord. Ici, donc, on voit ici que l'approche proportionnelle dans toute cette zone-là, elle génère une performance inférieure à une approche à exposition fixe. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'ici, dans le cas d'une série de pertes, jusque-là, on est en banqueroute sur l'approche à exposition fixe par rapport à l'approche en exposition proportionnelle. D'accord? La proportionnelle, ici, est au-dessus. Là, elle est en dessous dans toute cette zone-là. Et ensuite, elle repasse au-dessus sur une série de gains. D'accord? C'est bien ce que l'on a calculé tout à l'heure. D'accord? Maintenant, si ici, à la place des 10 moins 10, regardez ici les gains que l'on a en termes de pourcentage, c'est énorme, hein, on va jusqu'à moins 49% par rapport à l'exposition fixe. Maintenant ici, si on prend une stratégie où on perd et on gagne 1%, alors ça se met à jour automatiquement, regardez les écarts que l'on a. Les écarts, on a toujours ici cette zone rouge, toujours autour de la zone d'équilibre. D'accord? Par contre, les écarts ici se sont nettement réduits. Par contre, les écarts, ils sont toujours très forts quand on est ici sur des séries de pertes, c'est-à-dire qu'on voit ici le plus 36% hein, par rapport au fait que l'on ait fait 100 pertes d'affilée avec 1%. Vous êtes d'accord que 100 pertes d'affilée avec 1%, eh bien on est en banqueroute sur une exposition constante et on a un capital qui varie, donc on fait 6340 € de moins-value, mais on a un gain par rapport au capital de d'écart qui est de 36%. Ok ? Donc ça, c'est important. On voit que sur une série de pertes, notre performance ici sur l'exposition proportionnelle, elle est nettement meilleure. On a toujours cette zone d'équilibre, mais dont on voit que lorsque l'on a réduit ici les risques ou les pertes, enfin les risques de gain ou de perte, on a très peu d'écart, c'est-à-dire que là où on a le plus d'écart, on est à moins 0,5%, il y a 50 € d'écart sur un capital de départ de 10 000. Et regardez ce qui se passe sur une série de gains, eh bien les gains s'envolent sur l'exposition proportionnelle, d'accord, par rapport à l'exposition fixe. Hein, c'est très très net hein, sur ce graphe. Et lorsque l'on revient ici sur le graphique, regardez là le graphique que l'on a, où vous voyez tout à l'heure le croisement des courbes. Là on voit que, alors je peux l'élargir, mais là on voit que sur ce graphe, on est toujours entre 30 et 60. On voit ici que la zone 50, elle est vraiment ici... il y a très peu d'écart, mais on voit que par contre l'écart ici, il est nettement en faveur de l'exposition proportionnelle sur cette phase. Alors je vais vous remettre ici la vue globale. Alors, il faut que j'arrive à l'attraper. Alors attendez, hop. Voilà. Là, je vais remettre la plage de données où on est entre 10 et 110 pour avoir l'intégralité ici du graphe. Voilà, et on va aller sur le proportionnel et ici on va mettre 10 et 110. Voilà, et là regardez la courbe, vous voyez la courbe que l'on a ici au niveau de la performance, c'est que pour un capital de 10 000 €, après peu importe le capital, hein, le capital si on le fait changer, on se rend compte que ça ne change pas grand chose. Que l'on soit en exposition fixe, voilà les gains qui sont linéaires par rapport à la performance que l'on a. Par contre, vous voyez avec le proportionnel, ici, la courbe que l'on a, où à part cette toute petite zone ici, qui se situe dans la zone d'équilibre, eh bien, on est au final quasiment sur la même performance. Et maintenant, regardez cette courbe globale, si je reviens ici avec 10 et moins 10. D'accord? On retrouve ici nos chiffres de tout à l'heure. Et regardez le graphique. Ah oui, non, on ne le voit plus là. Il faudrait revenir à la vue initiale, mais vous vous rappelez le différentiel que l'on avait. Bon, je pourrais le remettre, mais... D'accord? Hop. Ici, on faisait du 40-70. Normalement, il m'en manque une. Là, en fait, je change juste la vue que l'on a. Hein. 40 et ici 70. Top 70. Voilà.
Voilà, hein, rappelez cette courbe, là où on est à plus 10, vous voyez que là où tout à l'heure à plus 1%, on était vraiment ici sur quelque chose qui venait tangenter ici la droite, là on a vraiment ici cette phase de perte qui est vraiment énorme. Et ça, ce principe-là, il est très intéressant parce qu'il nous montre que une stratégie qui va avoir le même pourcentage de gains et de pertes avec le même rapport entre les gains et les pertes, même pourcentage de trades gagnants et même risk-reward ratio, en fonction du risque que l'on va appliquer par les positions, eh ben, on va avoir un pourcentage qui va être totalement différent. Et c'est là que je vous dis souvent que une stratégie avec un mauvais money management, si on est ici autour de la zone d'équilibre, ce qui est souvent le cas, eh ben, en fait, l'exposition proportionnelle, si on est trop gourmand, va nous générer énormément de pertes par rapport à une exposition fixe. Alors que si on est sur du 1%, je refais ici. D'accord? Là, on perd beaucoup moins. D'accord? C'est ce que l'on a là. Par contre, dans tous les autres cas, on gagne beaucoup plus. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi le 1%, il est très important. C'est que tout simplement, par rapport justement à la progressivité, plus on va avoir une exposition petite et un risque petit, plus on va avoir justement cette courbe qui va se rapprocher, parce que regardez, si ici à la place de 1, je mets par exemple 0,1 et ici 0,1. Regardez là, le rouge, il est à 0%. Et sur le graphique, eh ben en fait, là on va avoir quelque chose qui sera au mieux égal. D'accord? Et là, si je reviens ici sur une plage de données, hop, sur une plage de données globale, hop, j'aurais dû préparer les deux tableaux, mais j'ai pas réussi à faire les deux juste avant en fait. Et là, 10 et 110. Voilà, si on a une donnée globale, là on a très peu de variations, parce qu'on est sur du 0,1%, mais on voit qu'on est toujours quasiment ici supérieur. D'accord? Donc on voit qu'avec du 0,1% en fait, eh bien on a ici très peu d'écart, mais c'est parce qu'on est tout simplement sur 100 positions. Alors je vous ai fait, je ne sais pas si on aura le temps, oui déjà 18h20, je ne sais pas si on aura le temps de vous montrer, je vous ai fait le même tableau avec 1000 positions, je pourrais à la limite vous le montrer ultérieurement. Alors attendez, je crois qu'il est prêt, et je crois qu'on est sur une vue globale. Et c'est très parlant en fait, parce qu'en fait, là où justement c'est intéressant de faire de l'algorithmique, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de positions, et le fait qu'on ait beaucoup plus de positions, on va pouvoir générer des risques infimes, ce qui va nous dire que quand on sera autour de la zone d'équilibre par rapport à une exposition fixe, on aura très peu d'écart. Par contre, dès qu'on va être dans une phase de fort gain ou de forte perte, eh bien on sera mieux que sur une exposition fixe. Et là, c'est là qu'on voit que justement ce type d'exposition est meilleur. Alors, hop, voilà. Voilà, ça c'est le même tableau, mais sur 1000 positions. Donc là, vous voyez, on a des 400, 500, etc. Alors, par rapport ici, pourquoi j'ai ça comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas là dans ma... Ah bah non, il est faux mon tableau. Non, il ne marche pas. Non, je l'avais préparé tout à l'heure, mais là, il ne marche pas celui-là. Non, il est bugué. Il y a une erreur... Ah bah si, non, 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 c'est bon. Voilà, là vous voyez qu'on a ici sur un capital de 10 000 avec 1000 positions. Vous voyez qu'ici le niveau de perte, il est toujours ici au niveau de l'équilibre. D'accord? Là en termes de graphique, ouais, on a quelque chose de global. Par contre, si ici je mets 0,1 et ici, hop là, 0,1. Là, ici, si je regarde le graphique, voilà, il faut qu'on se remette en plage de données. Et ensuite, je termine, 1010. Où est-ce qu'on a tout? Toc. Ouais, là, on n'a pas tout le calcul. Là. Non, en fait, celui-là, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais
au niveau du graphique, en fait, je l'avais eu, mais après, il y a une erreur qui s'est mise dedans et je ne l'ai pas retrouvée. Mais on avait vraiment ici quelque chose qui venait, et qui venait ici tangenter et qui ensuite repartait. Mais en fait, l'exposition proportionnelle, mathématiquement parlant, on a vraiment quelque chose ici qui ressemble à ce que l'on a là quand on fait du 1 et ici du 1, d'accord? C'est-à-dire ce type de résultat, où on voit ici que finalement l'exposition fixe, quel que soit en fait le type d'exposition que l'on prend, eh bien, elle est inférieure à l'exposition proportionnelle. Et ça, c'est lié au fait que dans notre risque, on reste ici sur des risques 1%. Et vous voyez, là, on retrouve pourquoi la plupart des gens vous disent le meilleur money management, c'est on ne risque jamais plus de 1% de son capital. C'est parce qu'en fait, plus on va avoir un risque et donc des pertes qui seront minimes, eh bien, plus on va avoir un money management justement qui sera performant par rapport à une exposition fixe. Par contre, ça implique qu'il faut gérer son money management en temps réel. D'accord? En plus de ça, il y a une chose que je ne vous ai pas dit et qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le risque de banqueroute. Là, on est sur un pourcentage de gain 1 pour 1, c'est parfait. Si on revient à 10 et 10, là, ici, vous voyez que il y a tout un cas ici où on a un capital de 0. Parce qu'à partir du moment où on fait 10 et 10, eh bien, tout simplement, ici, on aura un capital de 0. À partir du moment où on a 10 pertes de plus que les gains. On est sûr de faire banqueroute. Par contre, à partir du moment où on a 10 pertes, et donc jusqu'ici, si nos 10 pertes ici, ça, ce résultat, il est valable, si les 10 pertes n'arrivent pas toutes au même moment et toutes au début. Donc c'est une probabilité très faible, mais imaginez, on fait 90 trades gagnants en théorie avec 10 trades perdants. Si on commence par les 10 trades perdants, le résultat qu'on a là, on ne l'aura jamais. C'est-à-dire qu'en fait, là, si on a la malchance de commencer par les 10 trades perdants, on a beau théoriquement avoir une probabilité de faire 90 trades gagnants derrière, on sera arrivé à 0, on n'aura plus de capital et on n'aura plus assez d'argent pour profiter des 90 trades ici. Ok? Et ça, c'est important parce que tout à l'heure, on était sur du 1% avec 1000 trades. 1% 1000 trades, si on fait 100 trades d'affilée ou 100 trades très rapprochés, par exemple, si on fait 120 trades perdants et 20 trades gagnants, eh bien, on est en banqueroute. Et ça, c'est des ratios qui sont possibles quand on fait du trading automatique parce que je vous rappelle qu'on va générer énormément de positions. Donc, moralité de tout ça, c'est que pour arriver justement à un money management qui va faire que, au niveau de ces algos, quand on va encaisser des séries de gains et de pertes, on va vouloir rester ici dans des niveaux de pertes acceptables par rapport à une exposition fixe, qui théoriquement est meilleure que l'exposition proportionnelle. Si on veut pouvoir profiter d'une meilleure protection sur les séries de pertes et d'une meilleure performance sur les séries de gains, eh bien, il faut tout simplement avoir ici des expositions qui vont tourner autour de 1%. On va voir qu'après, on peut affiner. Hein, on le verra notamment au niveau des backtests parce qu'il est possible d'intégrer le money management dans un backtest. Eh bien, en fait, quand on fait du trading algorithmique, comme on va générer énormément de positions, là, vous vous rendez compte, on est sur 100 positions. 100 positions, c'est quelque chose que je peux faire en 2 jours avec mon approche. Donc, vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où je vais augmenter là, ça va être très risqué. D'accord? Et notamment, il y a une notion que l'on va voir qu'il est possible d'effectuer en trading algorithmique, c'est le fait justement de pouvoir faire de l'entrée fractionnée, c'est-à-dire où on va réduire encore l'exposition, le risque là, et multiplier le nombre de positions, c'est-à-dire au lieu de prendre une position à 1%, on va prendre 10 positions à 0,1%. Et là, le graphe qui est là, cette zone rouge là, elle va se réduire. Et jusqu'à un moment devenir quasiment insignifiante. Et elle sera rouge, mais tellement faiblement qu'en fait, on pourra dire que l'exposition proportionnelle, elle est toujours plus performante que l'exposition fixe. C'était un peu dense, mais est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et surtout, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai eu de nombreuses discussions avec des traders, des professionnels, des particuliers. On n'est pas toujours tombé d'accord, donc je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas d'accord sur ce principe. Moi, c'est juste comme ça que j'ai construit mon money management sur ma configuration de stratégie algo.
Je lis vos questions. La loi des séries existe en trading, bien sûr. Bien sûr qu'elle existe. Non, la banqueroute, c'est pas forcément à cause d'un flash crack. Alors ce fichier Excel, oui, je pourrais le partager sans problème. C'est pas forcément à force d'un flash crack, hein. Normalement, si vous avez un bon money management, le flash crack, vous pouvez le supporter. Alors après, il y a les erreurs d'exécution, les slippages excessifs, ça c'est un autre problème. Comment inclus-tu la gestion du risque en cas de possibilité de flash crack? Manque de liquidité dans la programmation des algorithmes, comme par exemple les paires en yen en janvier. Alors, Virginie, ce que j'ai dit à la fin de ma présentation, si au lieu de générer des pertes ici de 1%, je génère des positions fractionnées à 0,1%. Rien ne m'empêche, à force de mettre des 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, quand je détecte un flash crack, me dire, là, je vais arrêter peut-être. Ok? Ça se programme assez facilement. Et donc, là où, si on est à 1%, eh bien, on a mis 1%, et puis si on a du slippage, on va peut-être perdre 10, 15%, on va dire, parce que le slippage fait que ça augmente fortement notre drawdown. Eh bien, si on a 0,1%, on va perdre beaucoup moins, on va perdre 2-3% par exemple. Et là, c'est beaucoup plus acceptable. Et là, justement, le flash crack ne nous provoque pas la banqueroute. Donc, l'exposition fractionnée, alors sauf si on est déjà au taquet de notre exposition fractionnée, ou là, si on a le flash crack juste après, là, ça ne change rien. C'est comme si on avait, si au lieu d'avoir pris 0,1 lot 10 fois, si on avait pris un lot une fois, en fait, le résultat est exactement le même. Mais si, par exemple, le flash crack arrive au moment où on commence l'exposition, et si on a un filtre justement qui coupe l'exposition en cas de trop forte volatilité, là on a aussi préservé notre capital. Donc vous voyez que si on pousse encore plus loin ce principe justement d'avoir des expositions les plus petites possibles mais avec le plus de positions possible, sans augmenter le risque, puisque quand on fragmente l'exposition, on réduit l'exposition, donc on divise, hein, là justement vous avez une protection qui devient naturelle par rapport au flash crack. Est-ce que cette explication est-ce que vous l'avez comprise? C'est vraiment le but principal, hein. C'est pas de vous faire une démonstration mathématique, c'est vraiment le fait de vous faire comprendre que le money management, et vous voyez que là on est sur du trading algorithmique, mais c'est aussi un principe que vous pouvez totalement répliquer sur du trading manuel. Et même en trading algo, n'importe quelle plateforme, vous pouvez faire ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Plutôt d'accord, proportionnel paramètre, d'accord avec toi, il faut en premier gérer son risque. Il n'y a pas que le fichier qui excelle. Comment faire le money management pour une diversification de stratégie? Ah, ça c'est intéressant. Ok, son excellence. Tout compris. D'accord, alors je vais y venir, donc ça va faire partie de la conclusion. Donc money management, j'espère avoir été plus loin que de vous expliquer d'une manière totalement péremptoire en vous disant, écoutez, si vous voulez avoir un bon money management, ne risquez jamais plus de 1% de votre capital. J'espère vous avoir fait comprendre pourquoi. D'accord? Parce que le fait de gérer justement avec des très faibles pertes par position, ça va vous permettre d'appliquer une exposition proportionnelle avec un meilleur rendement, quoi qu'il arrive, par rapport à une exposition fixe. Donc c'est ça qui va vous permettre, c'est le fait de ne jamais porter plus de 1% de risque par position, mais ça peut être moins. Et plus vous allez générer des positions par justement la diversification de votre approche, plus vous allez pouvoir justement réduire ce pourcentage par rapport justement aux positions que vous envoyez sur le marché. Plus vous avez de positions, plus vous... Rappelez-vous ce que l'on a fait. Risque global, risque portefeuille, risque position. Si vous avez défini votre risque portefeuille et que vous générez 10 fois plus de positions, votre risque de position va être divisé par 10. Et là, vous avez un money management qui, pour rester dans votre aversion au risque, va coller justement à ce que vous recherchez par rapport au risque global que vous voulez maximal. Ok. Alors, maintenant... Et ça, c'était l'exemple donc sur une série de transactions. Alors, il faut que je revienne
à mon... voilà. Donc la zone rouge est plus importante lorsque l'alternance des gains et des pertes est forte. D'accord ? La série noire a beaucoup moins d'influence sur une évolution long terme. Et par contre, la répartition des pertes selon les stratégies optimise la performance. Rappelez-vous que le problème que l'on a, c'est ça au niveau de la loi de répartition, c'est un problème parce qu'en fait, lorsque l'on fait un backtest, on va avoir des résultats. Si la répartition des trades perdants, elle est très concentrée, normalement, si vous êtes sur une exposition proportionnelle et que votre pourcentage est respecté, eh bien normalement, si vous avez une série de gains qui arrive juste après, en fait, le fait que les trades soient répartis en pertes à un seul moment et si on a les gains qui viennent derrière, normalement, vous devez retrouver au même résultat que si les trades sont bien répartis en termes de... Enfin, que si les trades perdants sont bien répartis dans le temps. Donc normalement, la répartition des pertes selon les stratégies optimise la performance, mais aussi le fait que si on est sur une zone d'équilibre, eh bien là, l'évolution donc proportionnelle va vous permettre justement d'avoir un lissage au niveau de la performance. D'accord ? Donc, le money management optimal, multiples positions à faible risque. Évolution la plus graduelle du capital. Et c'est là que je rejoins quelqu'un qui m'avait dit que le capital, en fait, avait une importance. Il a une importance à partir d'un certain niveau. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on va avoir, par exemple, 1% de risque, 1% de gain, 1% de risque, 1% de gain, lorsqu'on va commencer à faire des 1% de gain, on va commencer à augmenter notre capital. Par contre, si notre capital est tellement faible que là où on a une exposition de base de 1 micro, on va passer un cap, on va passer à 2 micros. Et là, le problème, il est que on va avoir un trop gros écart dans notre progression, c'est-à-dire que quand on va passer de 1 à 2 micros, on va doubler notre exposition en termes de pourcentage. Et ça, c'est pas bon. Donc, le capital, il est important dans le sens où l'évolution ici du capital doit être la plus graduelle possible. Et l'évolution aussi des expositions. C'est-à-dire que si vous avez un capital à 1000 € sur lequel vous tradez en micro-lot et que quand vous passez un cap, vous dites bah tiens, maintenant pour avoir un risque de 1%, je peux passer à 2 micro-lots, attention, vous allez inclure des pertes ou une mauvaise optimisation dans votre money management parce que vous allez doubler votre exposition, même si vous êtes en proportionnel. Donc l'évolution du capital, elle est là. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux avoir un peu plus de capital pour un petit risque qu'un capital réduit. Donc ça, il faut faire attention à ça parce qu'il y a des effets, c'est ce qu'on appelle les effets de bord. Quand on est ici sur un capital très faible, eh bien en fait, l'évolutivité que l'on a dans l'exposition, elle peut aussi poser des problèmes, même si on est dans une bonne proportionnalité. Capital capable d'absorber les phases de perte max, parce qu'il y a aussi le fait que si, il y a l'inverse, si on est sur un capital où on est sur des 3 micros, et puis qu'au bout d'un moment, on a tellement de pertes qu'on tombe à 2 micros et 1 micro, eh bien là aussi, ça va être très difficile de pouvoir absorber cette perte et de repartir. Parce qu'on partira avec comme si on avait eu un capital divisé par 3 en fait. Ok ? Et proportionnalité la plus précise possible. C'est-à-dire passer de 0,001, 0,002. Si on pouvait faire ça en trading avec des nanolots par exemple, là ça serait encore mieux, même pour des gros capitaux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dans la théorie mathématique, c'est que l'évolution soit la plus fine possible. C'est ça que l'on va rechercher. Ok ? Alors, je termine, ensuite je réponds à une question, notamment quand on utilise plusieurs stratégies. Donc le money management optimal dans un algorithme. En fait, ce qu'il faut qu'on inclue dans son algorithme, c'est le nombre de lots, c'est égal à la balance multipliée par le risque, divisé par le stop loss, multiplié par la valeur du point. J'ai mis des parenthèses, mais en fait oui, c'est vraiment une fraction, hein, parce que j'arrivais pas à faire une fraction ici avec cet éditeur. Donc, balance, il y en a qui font l'équité. Alors moi, je préfère prendre la balance parce que à partir du moment où j'estime que j'ai des pertes qui sont théoriquement faibles, je ne tiens pas compte du drawdown. D'accord ? Donc ça, c'est un choix.
Franchement, c'est très discutable. On a eu des discussions interminables avec certaines personnes sur le fait qu'il fallait prendre plutôt l'équité, plutôt la balance, etc. Là, je vous livre ma vision des choses, mais honnêtement, si vous me dites, bah, moi, je préfère prendre l'équité, j'irai pas vous blâmer parce que c'est un choix purement personnel. Moi, selon les calculs que j'ai faits, il y a un petit mieux en fonction de si on prend la balance. Mais après, franchement, voilà, ça peut vraiment être un sujet de discussion. Donc le risque, hein, c'est le risque en pourcentage, et stop loss est le point. Vous voyez bien que plus on va avoir un stop loss grand, plus on va avoir un nombre de lots réduit. Plus on va avoir une valeur de points grande, plus on va avoir un lot réduit. Et plus on va avoir une balance, forte ou un risque fort, plus l'exposition ici va être forte. Et donc en MQL4, ça vous pouvez prendre un print écran et de toute façon ça sera dans la vidéo qui sera sur l'espace formation donc, du site ActiveTrade. Voilà comment on le code. Alors normalise double, c'est en fait un terme qui va arrondir avec un nombre de virgules. Donc là, vous avez une fonction qui s'appelle declo. C'est tout simplement comme ça que j'appelle le nombre de décimales dans le lot. Donc là, si on est par exemple sur l'euro-dollar, on sait que le lot, il est en micro-lot, donc il y aura 2 décimales. Donc ici, la valeur declo sera définie à 2 dans l'initialisation de l'algorithme. Et donc là, on arrondit à 2 décimales après la virgule. Le chiffre balance fois risque divisé par 100 fois stop loss fois point fois tick value sur tick size. Balance est défini comme le account balance. Risque, c'est un paramètre que l'on définit dans l'algorithme. D'accord ? 100, c'est juste parce que le risque ici est défini en pourcent. Donc au lieu de mettre 0,01, je mets 1%. Donc le 100, je les retrouve ici. Qu'on multiplie par le stop loss, par le point, c'est la valeur du point ici sur le sous-jacent, avec la valeur du tick divisé par la taille du tick. Ok, donc cette formule, on la reverra dans un code. C'est la formule que j'utilise dans mes algos. Mais là, vous avez la formule donc en MQL4. Alors, je ne vous l'ai pas écrite avec, par exemple, account balance, etc., etc., parce que tout simplement, la formule aurait été très longue. Mais sachez que c'est cette formule que j'utilise dans ce script que j'utilise, hein, Expert IK Money Management. Eh bien, c'est tout simplement ce que j'utilise ici dans ce script. Ok, donc ça, ce script, je vais vous le laisser essayer. Comme vous êtes inscrit à la formation, je vais l'écrire. Pour ceux, il y en a qui l'ont acheté. Donc pour que ceux qui l'ont acheté ne se sentent pas lésés par rapport à ceux qui pourront l'utiliser, ce script sera bridé sur un compte de démonstration ActiveTrade. Donc il faudra avoir une plateforme MT4 ActiveTrade pour pouvoir utiliser ce script. Mais vous verrez comment avec, donc là on a les entrées limites, on a le stop loss level, d'accord. On peut mettre le stop loss en pip, pardon. On peut mettre le take profit en level, donc en niveau. Et ensuite là, ici on gère son risque. Donc là vous voyez, là moi j'affiche 1,0 pour 1%. D'accord. Si j'avais affiché risque 0,01 pour 1%, en fait, je n'aurais pas multiplié par 100 dans ma fonction. OK. Et ça, expo, c'est pour avoir une exposition fixe. D'accord. Donc, ce petit expert sera mis à disposition dans l'espace de formation ActiveTrade. Donc faut me laisser quelques jours faut laisser quelques jours à l'équipe avant de le rendre disponible, mais voilà, vous pourrez le télécharger et vous pourrez le tester sur une plateforme de démo pour voir justement comment le money management, eh bien, ce qu'il vous donne en termes d'exposition par rapport au nombre de lots que vous allez entrer. Voilà, donc le temps que vous posez les questions, je vais déjà lire les vôtres. Je l'ai compris, je suis d'accord avec toi. Ok, pour moi, on utilise un indicateur. Alors, comment programmer SMIC-MAC? J'espère que Luc, j'ai répondu à la question. J'ai juste un souci dans mon backtest. Quand je veux juste 1% de perte, ma rentabilité sur la durée est moins bonne. Alors, on peut, ça Baby Jorn, on le verra, on peut aussi optimiser ce pourcentage de perte en mettant la valeur du risque par position en valeur externe. Donc là, rappelez-vous, hein, externe, ce qu'on a vu donc au cours dernier, donc valeur modifiable.
Et à partir du moment où la valeur est modifiable, on peut l'optimiser dans un backtest. Donc tu peux, en faisant varier cette valeur de 1%, trouver la rentabilité optimale de ton algorithme. Alors après, on verra qu'attention, il y a des choses qu'il faut border quand même par rapport à cette optimisation, mais c'est possible, justement. C'est toujours mieux d'avoir un capital moins petit. Je n'ai pas compris pourquoi je ne dois pas passer à 2 micro-lots. Parce que si l'évolution de ton money management te dit tu as un micro-lot et tu vas passer à 2 micro-lots, eh bien la proportionnalité, elle te crée une trop grosse différence parce qu'en fait, au lieu d'augmenter légèrement ton exposition, eh bien en fait, tu vas doubler ton exposition. Alors que si tu as un peu plus de capital, tu vas passer de 0,10 à 0,11. Donc tu vas multiplier ton exposition par 10%, ce qui est encore beaucoup. Par contre, si tu as beaucoup plus de capital, tu vas passer à un lot à 1 lot,01. Donc tu vas augmenter ton exposition de 1%. Et là, on voit que, en fait, plus on a du capital, plus la progression de l'exposition, elle se fait d'une manière fine, et donc plus on a un money management qui est optimisé. Donc c'est dans ce sens que le capital, la taille du capital peut avoir effectivement une influence sur la performance de la stratégie. Et effectivement, dans ce cas-là, plus on a de capital et plus notre money management sera optimal. Alors c'est marrant, Pascal Talarida dit exactement l'inverse. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu peux passer à 2, tu multiplies ton risque. Beaucoup de versions, faut trier, pour mettre sur le compte des mots. Multiples stratégies pour améliorer les risques, on peut programmer les algorithmes pour éviter qu'ils prennent en même temps une position fortement moyennement corrélée. Oui, parce que sinon on perd en diversification. Alors tout à l'heure j'avais une question. Comment on fait si on a plusieurs stratégies et Alors, la première chose, si vous avez plusieurs stratégies, mais que vous n'avez pas de recul sur la performance globale, la meilleure optimisation que vous allez pouvoir faire, c'est de revenir au concept d'exposition fixe, où en fait vous allez harmoniser vos risques. À partir du moment où vous avez un nombre approximatif de trades équivalents sur une stratégie et l'autre, vous allez essayer de prendre le même risque sur les deux stratégies. Après, s'il y en a une qui trade beaucoup plus que l'autre, vous allez prendre moins de risques sur celle qui trade beaucoup et un peu plus de risques sur celle qui trade peu. Ensuite, si vous avez fait des backtests, donc ça on en reparlera, si vous avez fait des backtests, moi ce que je fais, c'est comme ça que j'agis. Encore une fois, j'ai eu des discussions avec d'autres traders qui font du trading algo, on n'est pas toujours d'accord. Moi je vous dis comment moi je fais, après c'est à vous de trier. Moi ce que je fais, c'est que j'accorde les risques de mes algos pour que sur la modélisation, c'est-à-dire au backtest, les drawdowns soient équivalents. C'est-à-dire en fait, au lieu d'harmoniser les risques latents, c'est-à-dire les risques immédiats, moi j'harmonise sur le drawdown max de chaque stratégie. Encore une fois, là je vous dis, c'est ma vision personnelle. Après chacun fait oui, le fichier Excel, oui, je pourrais le partager. Bonne question, Virginie. Alors, Pascal Talarida conseille de trader avec le compte le plus petit possible et utiliser le levier maximum. Alors, j'ai déjà eu cette discussion. Alors, je n'ai jamais discuté avec Pascal Talarida que je ne connais pas. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus. Moi, j'ai une opinion différente. Alors après, dire qui a raison, qui a tort, la discussion est ouverte. Moi, je vous ai dit pourquoi je préférais faire comme ça. Moi, je pense qu'en termes de money management, il vaut mieux trader avec un gros capital et très peu de levier. D'autres pensent l'inverse. Le problème, c'est que plus vous allez, si vous êtes en exposition proportionnelle, pourquoi je vous dis ça, hein, moi je vous l'explique, c'est que si vous avez un petit compte et que vous tradez avec beaucoup de levier, vous allez tomber dans ce fameux travers du plus 10, moins 10 par rapport au plus 1, moins 1, où en fait la zone sur laquelle vous allez perdre par rapport à une exposition fixe va être beaucoup plus grande. Et donc vous allez avoir en pourcentage moins de performance qu'avec un capital qui sera beaucoup plus large et avec un levier plus petit.
Après, voilà, c'est des questions de point de vue, hein. Moi, je vous dis pas que là-dessus, c'est moi qui ai raison et que tous les autres ont tort. Je vous donne juste mon point de vue. Après c'est les gens qui décident en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils veulent. Moi, je vous explique pourquoi, je vois ça comme ça, mais voilà, comme je vous le dis, hein, souvent, on n'est pas tous d'accord sur certains détails. Voilà, est-ce qu'il y a des... Ouais, on a encore un peu débordé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette formation? Alors, Xavier Trading, je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Beaucoup de leviers égale stop loss rapproché, pas forcément. À partir du moment où vous avez beaucoup de leviers, vous pouvez avoir un stop éloigné et une petite exposition. Et c'est là que moi je n'étais pas d'accord avec tout ce que préconisait l'AMF sur justement la restriction de l'effet levier. C'est que moi j'ai longtemps tradé avec un compte avec un levier 400, mais avec un risque par position qui ne dépassait pas 1%. Est-ce que c'est plus risqué que d'avoir un compte avec un levier 30 et de risquer l'intégralité de son capital sur une position, comme certains font, parce qu'ils encaissent une perte latente, et puis comme ils ne veulent pas encaisser leur perte, et ben ils attendent, ils font le dos rond, et puis au final, ils arrivent à perdre leur capital sur une seule position. Vous voyez que je prends deux exemples extrêmes, hein, bien sûr, le monde n'est pas comme ça, mais le levier est un... Alors, il s'avère que la fait d'avoir réduit l'effet levier, on a quand même beaucoup moins de traders perdants maintenant. Mais le problème, en fait, il n'a été traité que partiellement. Stop loss rapproché, stop loss cramé. Ouais, moi, c'est une chose que je dis souvent, hein, dans les trading live. Stop serré égale stop pété. Vous vous rendrez compte que c'est souvent le cas, hein. On crame plus facilement avec un levier important. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Quand pourra-t-on avoir le script de calcul de position pour le tester? Alors, le codage est fait, donc le temps que l'outil soit rendu disponible sur la plateforme, moi je dirais que normalement pour ce week-end ça devrait être fait. Voilà. Les traders fous sont partis à l'étranger. Après, alors, c'est pas totalement faux ce que tu dis, Gilles, puisque moi, il y a des gens qui ont eu cette discussion avec moi, justement, quand il y a eu le début des comptes à risque limité. Des gens ont dit, bah moi, je veux absolument un levier 400 parce que je veux absolument rester avec un levier 400, donc je vais prendre un compte offshore à l'étranger, etc. Je fais, ouais, mais est-ce que tu gagnais avec ton levier 400? Et ben, la réponse n'était pas toujours oui. Donc, mais pour certains, c'était des gens qui étaient persuadés qu'ils allaient trouver quelque chose, mais qu'il leur fallait beaucoup de levier pour gagner beaucoup d'argent. Les seuls, moi, que j'ai connus gagner de l'argent avec un effet levier 400 et pour lesquels il faut un effet levier 400, c'est les gens qui utilisent des martingales. Le problème, c'est que le martingale, pour moi, c'est un leurre, c'est-à-dire que ça va peut-être faire sourire certains, ce que je vais dire, mais on gagne tant qu'on ne perd pas tout, quoi. C'est-à-dire qu'en général, avec une martingale, si on gagne beaucoup, c'est quand on perd, eh ben, en général, on repère tout ce qu'on a gagné. Voilà. Alors, les questions... Ok. Demain, tu fais un live? Oui, demain, il y a live à partir de 14 h. Les semaines sont très tendues en ce moment. Ils ont le droit de vouloir perdre leur argent plus vite. Effectivement, c'est une liberté. C'est une liberté. Voilà, écoutez, j'espère que cette formation vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne activetrade.fr. J'espère que vous allez être nombreux à liker cette formation.
Donc demain, effectivement, il y a Trading Live à partir de 14 h. J'espère en tout cas que... Alors vous êtes très nombreux à envoyer des messages, tant à ActiveTrade que à moi personnellement, pour me dire que cette formation vous plaît. Alors je suis vraiment très satisfait parce que le sujet n'est pas toujours facile et honnêtement j'espère que les informations que je vous apporte, même si je trouve qu'elles sont importantes, sont assez facilement assimilables. Toutefois, si vous avez des critiques, tant qu'elles restent positives, n'hésitez pas à me les soumettre. Hein, vous avez vraiment été très nombreux à m'écrire. Les remarques sont positives dans quasiment tous les cas. Donc c'est vraiment très satisfaisant pour moi. N'hésitez pas à nous donner votre opinion et si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous souhaiter donc un bon week-end hein, pour ceux qui ne suivent pas le Trading Live et donc vous dire que la prochaine formation aura donc lieu mardi prochain et que mardi prochain, le prochain thème sera... Alors attendez, je retourne. Prochain thème sera... Je l'ouvre parce que j'ai un trou de mémoire. Ah ben voilà, on va rentrer dans le dur du codage, On va voir les indicateurs et les alertes. Donc là, on va commencer vraiment la deuxième partie. On est arrivé déjà à la moitié hein, de cette formation. La deuxième partie, on va vraiment rentrer dans tout ce qui est codage et programmation. Super, super, super. Ok, bah écoutez, merci à tous pour toutes vos remarques. Passez un bon week-end donc et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr. Bon week-end à tous.